Chapitre 11 de la pauvreté du sentiment chez la femme. Il existe de nombreuses formes et variantes de ces méthodes de dressage, mais les mentionner toutes nous entraînerait trop loin. Considérons toutefois deux procédés relativement inoffensifs, cela en vaut la peine. Celui qui consiste à inculquer à l'homme des bonnes manières et l'autre qui a pour but de lui apprendre à refouler ses émotions. Pour avoir du succès près des femmes, et quel homme ne le voudrait pas, un individu du sexe masculin doit être non seulement intelligent, ambitieux, travailleur, accrocheur, mais avoir une qualification de plus. Il faut qu'il sache se comporter en présence des femmes. Il existe à ce sujet des normes bien définies, mises au point par les femmes elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle les bonnes manières. Ce qui revient à dire que tout homme qui se respecte doit à tout moment traiter n'importe quelle femme comme une reine, la femme qui se respecte devant en revanche donner à tout homme l'occasion de la traiter comme telle. Certes, une femme n'envisage de se marier qu'à la condition que l'homme soit riche. Mais si elle a le choix entre deux hommes riches, l'un avec de mauvaises manières, l'autre avec de bonnes, l'élu est naturellement ce dernier. Car la constatation chez un homme de sa maîtrise des règles du savoir-vivre est une garantie que la valeur idéale de la femme, au moyen d'une série de conditionnements appropriés, lui est tellement entrée dans la peau, dans le sang, qu'il ne la remettra jamais en question, même plus tard quand elle lui paraîtra beaucoup moins attirante. On devient gai à force de rire, disent les psychologues. Et prier, la foi viendra. C'est exact, mais seulement pour l'homme. À traiter la femme en être supérieur, il arrive à croire qu'elle l'est. Entre la réalité et leur simagrée, les femmes établissent une distinction beaucoup plus nette. Les bonnes manières, contrairement aux autres procédés de dressage, ne sont pas des formes de conditionnement profondément enracinées. On ne les inculque qu'assez tardivement aux enfants, si bien que leur caractère d'exploitation féminine demeure facilement reconnaissable. Aussi est-ce une énigme de voir comment d'aussi vieux trucs réussissent encore aujourd'hui. Quelle foi, par exemple, ne saisit pas un fils adolescent qui, pour la première fois, se rend au théâtre avec une jeune fille, quand il entend la série de conseils que lui donne sa mère. Tu paieras le taxi, tu descendras, tu feras le tour de la voiture pour lui rouvrir la portière et l'aider à descendre. Tu l'accompagneras pour monter l'escalier, c'est-à-dire que tu lui donneras le bras ou, si la place te manque, tu te mettras derrière elle pour la recueillir si jamais elle rate une marche. Et n'oublie pas de lui ouvrir les portes, de l'aider à ôter son manteau, d'aller le mettre au vestiaire, de lui procurer un programme. Dans la rangée, tu passeras devant elle pour lui ouvrir le chemin. À l'entracte, tu lui offriras un rafraîchissement, etc., etc. Cela sans couper le supplice qui attend ce pauvre garçon avec ce genre d'art périmé qu'est le théâtre, où, pour ainsi dire, toutes les pièces, surtout celles à prétention culturelle, sont taillées aux dimensions intellectuelles de la femme. Comment n'aurait-il pas l'impression que lui-même et tout cet appareil de laquais que composent les directeurs de salle, les comédiens et les metteurs en scène, ne sont là que pour offrir à la femme qui l'accompagne et à la clique de ses semblables le lieu où elles peuvent se livrer à leur orgie habituelle de stupidité, parader dans leur mascarade grotesque devant la figuration des hommes vêtus de couleurs sombres. L'aspect le plus frivole des bonnes manières est celui qui oblige l'homme à jouer le rôle de protecteur. Cela commence de façon tout à fait inoffensive. Il grimpe l'escalier le dernier, prend le côté extérieur du trottoir, mais cela finit par la convocation au service militaire ou le départ pour la guerre. Quand la situation l'exige, dit l'une de ses règles de bienséance, l'homme risquera sa vie pour protéger la femme contre tous les désagréments. Dès qu'il est en âge de le faire, il obéit à ses règles, tête baissée. Son dressage précède toute considération personnelle. À chaque catastrophe, il sauve d'abord les femmes et les enfants, quitte à y rester lui-même. À tout cela, il n'y a vraiment aucune raison plausible, car on pourrait aussi bien échanger les rôles. La femme, dont la sensibilité est si pauvre, digérerait les impressions provoquées par les atrocités de la guerre bien plus facilement que l'homme, lequel ne s'en tire souvent qu'au prix de dommages psychiques permanents. Son cycle menstruel l'habitue à la vue du sang, et la forme qu'a prise la conduite de la guerre moderne
n'exige ni force corporelle, ni intelligence, ni résistance physique. D'ailleurs, toutes les statistiques sur l'espérance de vie le prouvent. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Elles sont donc plus résistantes. Une Américaine du Nord, qui a fait du sport pendant sa période scolaire, n'est certes pas plus faible au point de vue physique que beaucoup de petits Vietnamiens. En faisant la guerre en Asie, un GI se bat par conséquent contre des ennemis dont la force n'est même pas celle des filles de son université. La pauvreté de sentiments de la femme se manifeste par la manière dont elle réprime les émotions chez l'homme pour s'assurer la réputation d'être seule à être de sensibilité et de tendresse. Les glandes lacrymales sont de minuscules réservoirs de liquide que l'entraînement place, comme la vessie urinaire, sous le contrôle de la volonté. Un adulte arrive fort bien à ne pas pleurer comme à ne pas mouiller son lit. Pour le petit homme, ce dressage a lieu très tôt, toujours par le système de l'autodépréciation féminine. Un garçon ne pleure pas, tu n'es pas une petite fille. Mais il n'existe pas pour le sexe féminin, qui apprend vite à tirer parti de cet avantage. Lorsqu'un homme voit une femme qui pleure, il ne pensera jamais qu'il lui manque d'avoir appris à contrôler son petit réservoir à larmes. Il part du principe qu'elle est la proie d'un sentiment irrésistible dont il évalue la force proportionnellement à la quantité de liquide expulsé par les glandes lacrymales en fonction. Naturellement, il se trompe. La sensibilité de la femme est presque nulle, peut-être parce qu'elle ne peut se permettre de se laisser aller à ses sentiments. Sans quoi, elle choisirait le mari qui ne convient pas du tout à son but, rebelle à tout esclavage. Ou encore, elle obéirait à son penchant et repousserait ces créatures étrangères que sont les hommes pour vivre uniquement dans la société des femmes. En fait, il y a beaucoup moins d'homosexuels chez les femmes que chez les hommes, et la plupart d'entre elles sont riches, ou au moins assurées au point de vue financier. Mais cela entraînerait pour elles l'obligation de penser, de travailler, d'assumer des responsabilités, de renoncer à tout ce qui leur est agréable. Elles n'en ont aucune envie. Aussi se refusent-elles tout sentiment, mais en jouant la comédie de l'émotion permanente pour dissimuler à l'homme à quel point elles sont en réalité froides et calculatrices. Pour dissimuler à l'homme à quel point elles sont en réalité froides et calculatrices. Imitatrices parfaites, elles parviennent, grâce à leurs grimaces, à toujours garder la tête libre et à utiliser au mieux l'émotivité de leur partenaire. On ne peut juger de la force d'un sentiment que lorsqu'on n'y est pas soi-même impliqué. De plus, il ne suffit pas que l'homme accorde à la femme un degré de sensibilité égal au sien. Il doit croire qu'elle est beaucoup plus changeante, impressionnable, irrationnelle, hypersensible, ce qui dissipe tous les soupçons qu'il pourrait nourrir à son égard. Le dressage décrit plus haut fournit toutes les conditions nécessaires au succès de cette imposture. Un homme, un vrai, ne pleure pas, ne rit pas trop fort. Cette réserve lui vaut la sympathie de son entourage et fait un effet sérieux sur ses associés et relations d'affaires. Il ne manifeste jamais ses surprises, ne crie pas quand la lumière s'éteint ou lorsqu'il touche de l'eau froide. Il ne fait pas remarquer à tout le monde qu'il fait un effort en soulevant une caisse un peu lourde. Il ne chante pas à tue-tête dès qu'il est joyeux. Et l'homme, qui se refuse toutes ces manifestations expressives qu'il constate chez la femme, ne pense pas que c'est elle qui le lui a enseigné, que, dans son cas, cela ne se fait pas. Il admet simplement que les sensations sont, chez l'autre sexe, infiniment plus puissantes que les siennes, si fortes qu'elles en sont incontrôlables et s'expriment en un spectacle permanent. L'homme qui ne pleure qu'atteint par un grand malheur, la mort de sa femme par exemple, est forcé de supposer que cette femme, quand elle fond en larmes, par exemple à l'occasion d'un voyage de vacances raté, ressent un chagrin d'une force égale au sien. Et comme il ne l'éprouve pas lui-même, il se reproche sa lourdeur et son insensibilité. Rien n'aiderait plus les hommes que de prendre conscience des pensées glaciales, d'une clarté de cristal, qui peuvent se succéder dans l'esprit d'une femme qui fixe sur vous ses yeux noyés de larmes. Rien n'aiderait plus les hommes
que de prendre conscience des pensées glaciales, d'une clarté de cristal, qui peuvent se succéder dans l'esprit d'une femme qui fixe sur vous ses yeux noyés de larmes. Rien n'aiderait plus les hommes que de prendre conscience des pensées glaciales, d'une clarté de cristal, qui peuvent se succéder dans l'esprit d'une femme qui fixe sur vous ses yeux noyés de larmes.